Un großer Applaus à celui à qui nous devons tout. Unser Präsident, Jean-Georges Trouillet. Merci Louis. Chers amis, liebe Freunde, wir sind immer noch toll Ingstedt-Stott. Oui, nous sommes encore là, mais il y a une différence, c'est que nous sommes encore plus forts et toujours plus forts. Cette salle, comme on vous l'a dit tout à l'heure, a été finalement le théâtre de plusieurs événements importants qui ont marqué la vie de notre parti. Les élections, bien évidemment, mais également cette universalité de raison et peuple solidaire qui rappelle que notre engagement politique n'est pas un engagement qui est limité à l'Alsace et que d'ailleurs il y a une vision qui la dépasse largement. Je souhaite tous vous remercier ce soir, tous autant que vous êtes, militants, membres, sympathisants, cadres, les personnes de l'organisation, et en particulier Maxence et Nicolas qui font un travail énorme avec nous, tous les candidates et les candidats. Et comme vous le soulignez tout à l'heure très justement, Unserland est un parti de conviction, Unserland est un parti de cœur, Unserland est un parti d'envie, et cette envie, c'est celle de changer des choses. Sarah, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut parler du contexte. Ce contexte est important, ce contexte est particulier, parce que cette élection présidentielle que nous venons de vivre, en fait, intervient dans une période charnière. Les partis traditionnels, ces partis qui, normalement, sont censés représenter les citoyens, censés porter des projets et des valeurs, ces partis traditionnels, en grande partie, sont discrédités. Discrédités à force de trahir leurs promesses et discrédités à force d'oublier les valeurs. Et c'est bien ça qui nous différencie de ces partis. Ce sont les valeurs et finalement ce qu'il y a au fond de notre cœur. Qui aurait cru, il y a quelques années, qu'un parti tout-puissant, comme les Républicains, un parti tout-puissant, alors peut-être pas en Alsace, mais de l'autre côté des Vosges, comme le Parti socialiste, puisse sombrer ainsi corps et âme. Et pourtant, c'est une réalité. Tu l'avais très bien dit tout à l'heure, le Titanic socialiste, on en a eu déjà un avant-groupe en Alsace, et finalement, ce naufrage s'est poursuivi par la suite dans le reste de l'Hexagone. Chers amis, les organisations sont comme des êtres vivants. Elles naissent, elles vivent et elles meurent. Et elles disparaissent d'autant plus vite lorsqu'elles ne sont plus adaptées au monde qui les entoure, lorsqu'elles ne sont plus capables de représenter quelque chose, lorsqu'elles ne servent plus à rien. Et c'est bien le cas de ces partis comme les Républicains et les partis socialistes. Ces élections ont montré une chose, c'est qu'il y a un fossé toujours plus grand qui se creuse. Je dis un fossé, mais ce sont des fossés. Paris et les régions, la ville, la campagne, les riches, les pauvres, et je pourrais continuer. Mais ce problème n'est pas uniquement un problème français, puisqu'il se traduit également en Alsace. L'Alsace, notre Alsace, n'est pas épargnée par ce phénomène. Vous connaissez la devise de ce pays, liberté, égalité, fraternité. Alors on entend rarement parler fraternité, je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, pas moi. La liberté, c'est également assez rare. Par contre, on parle très souvent, et c'est un mot qu'on entend souvent à la bouche des politiques, celui de l'égalité. Et pourtant, nous vivons dans une société, dans des institutions qui sont profondément inégalitaires. Et le mot égalité, le plus souvent, est un égalitarisme que l'on oppose face à nos revendications pour nous dire que finalement, vous ne pouvez pas être différent. Il faut que vous soyez comme les autres. Et ce mot qu'on oppose, finalement, il sert à asseoir la plus grande des inégalités, celle du centralisme et du jacobinisme.
celle de la concentration du pouvoir et de la richesse dans les métropoles et à Paris, et celle de la domination d'une seule culture et d'une seule langue. Nous estimons tous, autonomistes alsaciens, que cette fracturation de la société est en grande partie le produit d'un système institutionnel qui n'est qu'une démocratie imparfaite, et je dirais même une démocratie de façade. Alors, quelles alternatives? Quelle autre voie? Les partis parisiens d'opposition, les deux grands, le Rassemblement national et la France insoumise. Finalement, ces partis, ils ont beaucoup de points communs. Et notamment, deux points en commun majeurs. Le premier, l'extrémisme, et le second, la volonté d'instaurer un État tout-puissant. Toujours plus centralisé et toujours plus adversaire de ce qui fait l'Alsace, en particulier ses spécificités, sa langue et son droit local. Je cite Marine Le Pen, il y a quelques jours. « Il ne doit pas y avoir de différence de règles dans une république indivisible. On doit suivre une politique nationale. Voilà pour l'autonomie. » La même Marine Le Pen qui a dit quelques jours plus tard que les langues dites régionales n'ont pas leur place à l'école. Et je pourrais continuer encore longtemps sur le cas du Rassemblement national. Mélenchon, vous savez, la République c'est moi. Mélenchon, au moins, il faut laisser une chose, c'est que lui, au moins, il lance sa couleur clairement. Je suis de tradition jacobine et je le reste, le dernier jacobin. Plus concrètement, sur la question alsacienne, il a déclaré « La communauté d'Alsace n'a pas de réalité. Je ne sais pas quoi faire avec le mot Alsace. Ce n'est pas sérieux d'avoir fait ça, on arrête les bêtises. » Voilà sa position sur la collectivité européenne d'Alsace. Et lorsqu'un grand média national lui pose une question, une seule, « Monsieur Mélenchon, si vous êtes élu président de la République, quelle sera votre première décision ?» Votre première, la toute première, au moment où vous allez vous asseoir sur votre trône. Et bien sa première décision, à monsieur Jean-Luc Mélenchon, c'est supprimer le concordat d'Alsace-Moselle. Tout ça pour vous dire, chers amis, que ces deux partis ne sont pas des partis anecdotiques. Aujourd'hui, ce sont des partis qui, cumulés, peuvent bientôt avoir une majorité. Et ces quelques extraits de leur déclaration récente, n'hésitez pas à les rappeler autour de vous lorsqu'on vous parle de ces partis. Et je dirais que dans ces conditions, s'engager pour l'Alsace n'est plus seulement une noble cause, mais un devoir, car le danger guette et le danger, il est là. Et malheureusement, il devient de plus en plus pressant. En même temps, cette recomposition politique que l'on vit, elle donne de la place à de nouvelles idées et elle nous donne de nouvelles perspectives. Personne n'a entendu parler dans cette campagne de régionalisation ou de fédéralisme. Et pourtant, si en France on voulait bien regarder au-dessus de la clôture, ein Blick über den Zaun, comme on dit en allemand, on verrait que cette solution a de l'avenir. Cette solution serait porteuse de solutions en France. Je pense que, évidemment, en Alsace, nous sommes devant un boulevard, mais nos idées, les idées du régionalisme et l'autonomie, ont également un boulevard Haute-Vosges. Quelle est notre vision? Notre vision part déjà d'un constat. C'est que beaucoup de nos concitoyens vivent dans la position de spectateurs. Ils ont l'impression que toutes les décisions qui sont prises sont toujours subies. Et ça leur donne un sentiment d'impuissance, celui d'être le spectateur de sa propre vie et de son propre destin. Et ça, c'est extrêmement dangereux. En même temps, nous connaissons la solution. La solution, c'est de réimpliquer, finalement, de faire en sorte que la politique ne soit pas le fait de quelques-uns, mais le fait de tous. Et de toute façon, les défis sont tellement importants qu'on ne peut pas rester les bras croisés, ignorer ce qui se passe autour de nous. L'action politique est nécessaire et indispensable.
Gérard Simler disait, le docteur Simler disait toujours qu'il faut répéter 7 fois les choses pour qu'elles finissent par être comprises. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui, mais je préfère le répéter encore une fois tellement c'est vrai, tellement c'est simple et tellement pourtant cette logique n'est pas encore comprise en France. Qu'il s'agisse d'emploi, de pouvoir d'achat, de qualité de vie, d'éducation, de sécurité, de services au public ou d'environnement, les problématiques sont le plus souvent globales, mais les solutions sont toujours locales. Et que si nous voulons changer la vie, changer le monde, il faut pouvoir le faire chez nous. Et je dis bien pouvoir. Pouvoir, ça signifie que nous ayons les moyens et les compétences pour le faire à notre échelle. Dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos associations, dans nos communes, bref, dans tout ce qui fait l'Alsace. Alors notre projet, il est très simple. Mettre fin au centralisme et faire confiance au terrain, faire confiance à l'humain, faire confiance aux gens. Donner aux Alsaciennes et aux Alsaciens ainsi qu'à leurs institutions locales des compétences et des moyens d'agir. Finalement, on demande toujours des débats anciens sur l'utilisation du mot autonomie. Moi, je dirais que l'autonomie, c'est très simple. L'autonomie, c'est la liberté, l'autonomie, c'est la responsabilité, et l'autonomie, c'est la conscience du bien commun. C'est cela et rien d'autre. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les propositions que nous avons à faire. Évidemment, une des propositions phares sont des questions institutionnelles, et la première de ces questions, ou la première de ces propositions, est bien évidemment d'avoir une collectivité européenne Alsace qui soit une vraie collectivité à statut particulier. Maintenir le droit local et le concordat, mais là, je ne vous apprends qu'un neuf. Mais derrière la question alsacienne se pose la question de la démocratie. La démocratie, finalement, c'est évidemment renforcer le pouvoir des régions, ramener le pouvoir au niveau des citoyens, mais également permettre enfin les référendums d'initiative citoyenne, introduire une part de démocratie directe. La démocratie directe ne remplacera jamais la démocratie représentative, elle ne remplacera pas les députés. Par contre, elle permet aux gens de s'exprimer sur des sujets qui sont transpartisans. Si je prends un exemple qui a été cité à plusieurs fois auparavant, la question linguistique, la question des langues régionales, et bien finalement on voit qu'elle n'avance jamais pour des questions de guéguerre politicienne à l'Assemblée nationale. Et pourtant je suis sûr que si on faisait un référendum, eh bien je pense qu'une majorité de Français serait d'accord pour donner un avenir à ces langues. Et c'est précisément cela que la démocratie directe permet, c'est de faire sauter ce verrou des petites combines politiciennes qui, au final, arrivent à bloquer certains sujets et ne pas transmettre ce qu'est finalement le fond de l'opinion publique. Un point qui nous semble important, et en particulier dans ce contexte actuel, notamment international, c'est la préservation de nos richesses et la réduction de nos dépendances. Préserver évidemment nos paysages, nos terres agricoles, mais surtout protéger notre industrie, notre artisanat et réduire les gaspillages. Comment ne pas penser finalement qu'un tiers de la nourriture est jetée en Europe? Comment encore pouvoir accepter un principe comme l'obsolescence programmée en Europe, alors que l'on sait que les ressources se font de plus en plus rares, que la conquête ou la maîtrise des ressources pose des problèmes géostratégiques, crée des guerres. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un lobby d'écolos, entre guillemets, déphasé, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui s'impose à nous pour des questions économiques et également pour des questions maintenant de sécurité. Il y a également beaucoup de choses à dire sur les questions régaliennes. Je pense à la question de la justice, de l'état de délabrement absolu qu'est la justice et qui est pourtant une des compétences fondamentales en France. La justice et la sécurité, ce n'est pas uniquement pour assurer ou faire du populisme, mais je veux dire, c'est quand même la base d'un état de droit. L'état de droit, c'est une justice qui fonctionne. Et je regarde ici Maître Gurquet, et on pourrait écrire un livre sur ce qu'est l'état de la justice actuelle. La France a le triste privilège d'être le pays qui investit le moins dans sa justice de toute l'Europe. Et je pense qu'il y a des priorités aujourd'hui à fixer, et ces priorités, telles que la justice, en ont une. Et également celle de l'éducation. Je veux dire, malgré tout, les efforts que peuvent déployer le corps enseignant, aujourd'hui, on a une éducation, à mon avis, qui n'est pas encore au sommet de son efficacité. Et je pense que la rapprocher du citoyen, régionaliser l'éducation, comme c'est le cas dans tous les pays qui nous entourent,
permettrait finalement de lui donner à la fois les moyens et la proximité qui lui manquent aujourd'hui. L'Europe, tu l'as dit à plusieurs reprises, Thierry, l'Europe est évidemment un fondement pour Unsorland. Mais une autre Europe, une Europe démocratique, une Europe dans laquelle le pouvoir n'est pas uniquement dans les mains de la Commission européenne, mais une Europe dans laquelle le Parlement de Strasbourg ait enfin l'initiative des lois et enfin la possibilité de représenter les citoyens européens en tant que tels. Les transports, le social, l'intégration, il y a également beaucoup de choses à dire. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est que la droite et la gauche, aujourd'hui, on voit qu'elles disparaissent. Maintenant, les sujets, c'est la mondialisation ou alors, finalement, la régionalisation et l'Europe des peuples, l'Europe de la proximité. Et c'est évidemment dans ce chemin-là que l'on veut s'engager, et c'est dans celui de la démocratie, pour que enfin nous puissions mener des politiques, que tous les citoyens puissent mener des politiques et ne plus les subir. Et pour cela, il va falloir se faire entendre. Je pense que, comme moi, vous avez été déçus de cette élection présidentielle, dans le sens où finalement le débat n'a pas eu lieu. Et je pense que dans un pays comme la France, dans lequel le président est presque tout-puissant, enfin du moins il détient énormément de manettes comme responsable de l'exécutif, on aurait pu attendre qu'on parle vraiment des vrais sujets et qu'on sache ce qui nous attend pour les 5 années à venir, ce que les uns et les autres ont à proposer. Ce n'était malheureusement pas le cas. Mais pour autant, ces problèmes de fond que sont les institutions se posent toujours. Et nous sommes d'avis qu'il faut des réformes démocratiques qui soient aussi radicales que nécessaires. Et la réforme des institutions doit être la mère de toutes les réformes. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Yannick Jadot, qui était venu à Toulon, à l'université de Région Club Solidaire. Alors évidemment, on nous parle d'environnement, il faut tout changer, etc. J'ai dit, mais monsieur Jadot, comment est-ce que vous allez faire pour que ces réformes qui sont à la fois importantes par leur impact, je pense en grande partie indispensables, mais comment vous allez faire pour que ces réformes qui vont changer énormément de choses, dans l'organisation, notamment de l'économie, comment vous allez faire pour que ces réformes soient acceptées par la population? Moi, je pense que fondamentalement, un pays qui fonctionne de manière pyramidale, qui fonctionne de manière directive, ne favorise pas l'adhésion des citoyens aux décisions. Et c'est d'autant plus un problème lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles, que ce soit l'environnement, que ce soit demain pour les retraites, ou toutes les autres questions sociales. Alors le modèle centraliste, coercitif et pyramidal, doit laisser maintenant la place à un modèle matriciel, basé sur l'adhésion et la participation des citoyens. Chers amis, nous ne sommes pas seuls. On l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. La grande nouveauté de 2017, de cette élection législative de 2017, il y a 5 ans, c'est la constitution d'un groupe. Nos amis bretons, notre ami breton, Paul Molac, qu'on a vu tout à l'heure, et les 3 autres députés corses, nationalistes, modérés, ont ensemble œuvré pour constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Un groupe parlementaire, c'est quelque chose de fondamental. Si vous êtes seul, vous n'avez pas à voir au chapitre. Si vous êtes un groupe, vous pouvez beaucoup plus intervenir dans la vie de l'Assemblée et faire des propositions, avoir accès finalement à la vie politique et à la décision. Évidemment, toute proportion gardée, nous ne sommes pas encore dans un régime parlementaire. Toujours est-il, ces députés ont créé un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire. Liberté et Territoire, c'est à la fois un nom, un programme et une vision. Et c'est ensemble que nous travaillerons à construire une alternative au centralisme parisien. Cette alternative, ce sera celle des régions et des peuples solidaires, celle de la force des territoires au service des citoyens. Mais avant ça, c'est à nous de faire le job ici en Alsace. Rappelez-vous, ces dernières années, il y a une chose qui a marché. C'est lorsque le peuple alsacien se lève, il se fait entendre. Lorsque les autonomistes font des voix, Paris écoute l'Alsace. Et le premier geste
qui a été fait a été la création de cette collectivité européenne d'Alsace. Alors, on est d'accord, c'est un département. On est d'accord, c'est une coquille vide. Mais c'est un geste symbolique fort. Mais c'est à nous maintenant de faire vivre cette collectivité et surtout de la faire grandir. Tout reste à faire. Et la première chose à faire, c'est à commencer par sortir du Grand Est. Il y a quelques semaines, vous avez accompli un effort extraordinaire et que je pense que vous avez permis de faire en sorte que la question alsacienne reste dans l'actualité. Cet effort a été de participer à la consultation organisée par la CE. Et le résultat est sans appel, vous le connaissez tous, 92% des votants veulent une sortie du Grand Est. Ce résultat donne à nous, donne aux élus qui ont mené cette consultation la légitimité de porter ce message. Nous voulons sortir du Grand Est. Mais il donne également la légitimité de se faire respecter et de faire entendre ce message et de taper des poings sur la table à Paris. Pour conclure, chers amis, je le redis, la seule chose qui fait bouger Paris, c'est la vote pour Haute-Hollande. C'est le score des candidats Haute-Hollande, c'est tout ce que vous ferez à ces élections. Et maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. Il vous reste 45 jours pour construire, 45 jours pour convaincre et 45 jours pour gagner. Freie Elsass, Freie Deutschland!